bien, mon cher Christian Combaz, je ne suis pas mécontent de vous voir. C'est gentil. Et cette fois, vous n'êtes pas arrivé en ULM, parce que c'est votre habitude d'arriver chez les gens en ULM. Non, c'est plus mon habitude. Mais à Paris, c'est pas très simple. Ça a été mon habitude. À Paris, non, oui, c'est pas facile. Et on vous a vu, chose rare pour un écrivain d'un certain âge. Oui, un âge qui devient certain. Vous faites du parapente à votre âge. Mais surtout, on vient de le voir, j'en fais depuis 1987-88. Et non, oui, pardon, oui, c'est ça, 87. Vous vous rendez compte? J'ai écrit un manuel de parapente chez Robert Laffont en 1990, qu'on trouve d'ailleurs encore sur Internet. Hein. Mais vous êtes très précurseur techno-précurseur, on peut dire. Non, mais c'est pas de la technique, ça. Dans les années 2000, vous avez publié un livre où déjà vous évoquiez... Oui. En 2001. Oui. Juste avant les événements du 11 septembre, j'ai publié un livre dont la scène finale se déroulait sur le parvis du World Trade. C'était assez étonnant, et dont la couverture comportait les 2 tours. Voilà. Et le livre s'appelait « Une heure avant l'éternité ». Donc peut-être que j'ai du channeling, comme ils disent. Ah non. Mais voilà, vous êtes tellement techno que vous parlez franglais maintenant. Mais non, le channeling, c'est une notion qui n'est pas techno du tout. C'est une notion paranormale. C'est les gens qui ont une chaîne personnelle d'écoute de l'au-delà. Il n'est pas impossible que ce soit le cas. Non, mais vous êtes un diable d'homme, ça, c'est sûr. Enfin. Vous me tournez la tête. Mais non. Mais je suis bien content de vous voir parce qu'on se connaît depuis, je ne sais pas combien, 30 ans. Oui, on se connaît, effectivement. Et d'ailleurs, je vous rends hommage parce que vous êtes parmi les rares, avec Renaud Camus, etc., avec qui on n'a jamais cessé de se vouvoyer. Oui, c'est vrai. De se vouvoyer. Ah oui, on se vouvoie. Oui, alors que c'est tellement habituel de se tutoyer à n'importe quelle occasion. Et, vous savez, je vous vois mes maîtres, moi. Oui, mais c'est gentil. Vous êtes trop bon. Mais alors, c'est-à-dire que je vous ai connu il y a très longtemps, par la radio. Oui. Vous étiez invité dans les années 40, 50, 60, je ne sais pas quoi, peut-être 70 ou 80, oui, plutôt à France Culture, 70-80, oui. par Philippe de Saint-Robert, oui. Une émission qui s'appelle La Voix Nue, qui perdure toujours, je crois, et qui, Saint-Robert vous invitait pour parler d'un de vos livres sur l'âge. Oui, qui est amusant, que j'ai publié à 32 ans, oui. Et donc écrit à 30, et dont je ne renierai aucune ligne aujourd'hui. J'ai l'âge maintenant de mes modèles. Voilà, vous faisiez l'éloge de l'âge, que vous avez un petit peu maintenant. Exactement, je disais que la vieillesse n'était pas un moment où on commençait à apprendre le tennis, c'était plutôt le moment où on cessait d'en faire. Et d'ailleurs, je ferais bien d'observer mes propres préceptes à propos du parapente. Vous ne les suivez pas, vous continuez à faire du sport comme un genou. Mais un genou qui aimait les messieurs d'un certain âge, enfin l'âge. Oui. Voilà. En général, oui, les familles d'un certain âge. J'ai connu beaucoup de vieux couples Racine, dont j'étais un peu... C'était mon côté François-Marie Bagnier, si vous voyez ce que je veux dire. Ah bon? Non, non, j'en ai pas profité autant. Hein. Mais en tout cas, voilà, j'ai adoré en effet... Comment s'appelait cet éloge de l'âge? Ça s'appelait Éloge de l'âge. Éloge de l'âge, j'avais publié chez Laffont, qui avait très bien marché, et pour lequel j'avais eu une satisfaction très amusante, c'est que les gauchistes m'attendaient au coin du bois parce qu'il y avait Baudrillard chez Apostrophe qui, normalement, aurait dû m'étriller. Et en fait, Baudrillard, pendant l'entretien, a dit « Ah non, je trouve que le livre de combat sur la vieillesse est remarquable, etc. » Et donc, moi, jeune droitier, un peu honni par la gauche bien pensante Nouvelle Obs, j'étais complimenté par Jean Baudrillard sur l'antenne. Ça a été assez remarqué. Donc le livre s'est très bien vendu. Mais à un moment, vous étiez très dans l'air du temps, d'une certaine façon, quand même. Oui. Parce qu'il y a deux vies chez vous. Il y a vraiment deux vies. Je crois qu'il y a vous allez nous dire ça. Ça tombe bien, nous allons faire 2 émissions, 2 conversations. C'est facile à résumer. Jusqu'en 2000, grosso modo, j'arrive à vivre de ma plume. Allez, disons 2001, parce que vous accordez beaucoup d'importance, on va voir au pourquoi. 11 septembre, absolument. Au 11 septembre. J'arrive à vivre de ma plume. 11 septembre, donc. Et la chute du mur a été très importante aussi. En 80. Parce en 79. Que, voilà, pendant toute une période de ma vie, j'ai... Non, 89, que dis-je. Oui, 89, mais moi, en fait, j'ai connu plutôt l'Est. Je me suis installé en Hongrie pendant assez longtemps, plusieurs mois, en 91-92.
Et puis 94, où il y a eu j'ai écrit plein de livres sur la Hongrie, donc c'était une espèce de passion que j'avais pour ces pays qui était un conservatoire de nos valeurs européennes. Le roman de Budapest, voilà, notamment. Oui, qui marche très très bien. Je l'ai vendu sous forme de forfait, je le regrette. Parce que, ah bon, vous pouvez plus avoir les ça sort dividendes. terriblement, c'est incroyable. Amazon l'a pris sous son aile. Mais la Hongrie est à la mode. La Hongrie est à la mode. Alors attention, je le disais dans un petit essai que j'ai publié en 91, justement, 92, je le disais, attention, les Hongrois seront un jour l'honneur de l'Europe. Voilà. Encore une prophétie. Et le livre s'appelait « De l'Est, de la peste et du reste ». Bon, alors, à la fin de cette conversation, ou de la deuxième conversation, seconde, oui. je vous demanderai vos prophéties, puisqu'elles ont l'air de se réaliser. Absolument. Alors, donc, 2 parties jusqu'en 2001. Voilà. La première, très parisienne, très chouchou de Paris. Tout le monde a une histoire. La mienne colle un petit peu à l'époque. Elle colle un petit peu à l'époque. Oui, vous avez une vaste étendue d'expérience. Je suis monté de ma province et de mon milieu assez moyen vers les jésuites de Paris et l'aristocratie parisienne dans les bonnes et les mauvaises années. Juste après 68, j'avais 14-15 ans. Là, j'apprends les usages d'un nouveau monde pour moi, parce que moi j'étais un provincial, genre très boy scout. Très Savoyard. Oui, puis non, enfin, mon père m'avait élevé à Bordeaux parce qu'il était en poste là-bas. Mais donc Les origines sont savoyardes, comme oui, on mes atteste sont votre savoyardes, nom, absolument. Mais donc, en gros, j'étais d'une famille de gens méritants, moraux, catholiques, mais assez boy scout, assez un peu gnangnan, quoi. Et j'ai découvert de manière assez abrupte le monde des enfants des jésuites parisiens, de l'aristocratie, des gens qui allaient au château en Bretagne pour les vacances de Pâques. Et j'ai suivi le mouvement parce qu'on m'invitait au château. Et là, il faut apprendre des usages très vite. Ah oui. Besma, oui. Vous apprenez le besma très rapidement, oui. Vous apprenez tous les codes verbaux. Vous avez 20 ans, là? J'avais, non, un peu moins, 16, 17 ans. Vous savez, pour les gens d'un milieu moyen, modeste, disons moyen et modeste à la fois, par exemple, vous apprenez à ne pas dire un noble, mais un aristocrate. Vous voyez, oui, c'est aussi bête que ça. Et à ne pas mettre la particule sur le prénom. Exactement, ou sans enfin il y a plein de choses. Et, chez moi, on ne disait pas face la poste. Ah bon. Mais c'était tout juste. Là. Mais vous savez, il y a des gens qui disent aujourd'hui, De Villepin va, oui, absolument. va expliquer. Mais ça, c'est des codes. Alors maintenant, quand on les rappelle, on a l'air d'un pet sec. Mais en fait, c'est ça. Non, plus personne ne sait, on ne met oui, pas oui, deux absolument. devant. Mais même les enfants qui sont nés à La Rochefoucauld n'appliquent pas les règles. C'est ça qui est fascinant. Ceux-là, ils ont tout liquidé. Ils votent Mélenchon. Oui, c'est incroyable. Enfin, une partie de la famille. Moi, à l'époque, à l'école, je fréquentais le petit-fils du duc de Luynes, enfin des gens comme ça. Quoi. Oui. Et donc, c'était assez curieux. Tiens, intéressant. Alors, mon cher, vous êtes quand même... vous allez un peu vite, vous avez quand même eu une enfance, on n'imagine pas. Alors, une enfance, oui, absolument. Dans le... Enfance un peu ballottée, un père scientifique, etc. C'est important pour... Un père scientifique. Oui, c'est important pour la suite, parce que mon père scientifique avait... beaucoup pardonné. Votre côté techno m'a toujours agacé. Mon père était scientifique dans le domaine de la recherche du pétrole. Donc, il était assez lié au milieu américain pour ces raisons-là. Scientifique et le pétrole, ça voulait dire qu'il allait en congrès à Boston ou à Houston une fois par an ou une fois tous les 2 ans. Il en revenait chargé à la fois de cadeaux et de gloire pour moi qui avait 10 ans, 12 ans, parce que papa allait aux Amériques, allait en Amérique assez souvent. Ne dites pas papa, dites mon père. Et mon père allait. Excusez-moi, non mais papa, dans la famille, on dit papa. J'ai assez de familiarité. Après 5 ans, on dit et pas alors, papa, donc maman, ça voulait dire, ma mère. Ça voulait dire qu'en gros, avant les autres, avant ceux de mon petit milieu, j'avais quand même quelques miettes du gâteau américain qui tombait dans mon escarcelle chaque année. Mon père revenait avec des cadeaux qui étaient introuvables en Europe, par exemple des billes magnifiques qui s'appelaient des Amerlocs, je me souviens, qui étaient des splendeurs et qu'on ne trouvait pas sur le marché français. Grosses billes. Des billes qui étaient un peu opales, c'était magnifique. Ah, des agates. Non, les agates, c'est translucide et c'est très européen. Mais ces Amerlocs, c'était des espèces de spaghettis inclus dans une sorte de brouillard opaque, et c'était très joli. Et ça, c'était très cher sur le marché des billes. Et donc là, tropisme américain, qui est très accentué à tel point que lorsque je suis devenu adolescent et un peu rebelle, comme tout le monde, j'ai payé avec mon premier argent, j'ai payé mon séjour à New York. Très bien. À 18 ans. À 18 ans. À 18 ans, et de là est partie toute une espèce de penchant pour l'Amérique, qui était un penchant très suspect. Ça voulait dire qu'on peut faire en Amérique tout ce qu'on ne peut pas faire à la maison, quoi. Tout ce qu'on ne peut pas faire à la maison. Et par conséquent, pendant plusieurs années, j'ai été familier de ce monde-là, j'ai parlé la langue assez bien.
parce que je suis un peu une éponge, Oui. bon, et donc, en revenant en Europe, ce qui s'est passé, c'est que très jeune, 23-24 ans, premier livre, premier succès, embauché au Figaro Magazine. Pourquoi? Parce que le Figaro Magazine avait besoin de jeunes gens, Jeune. oui, qui soient des nouveaux journalistes. Les nouveaux journalistes, pourquoi les nouveaux? Parce qu'il fallait qu'ils ressemblent aux nouvelles méthodes du journalisme de l'époque. C'était Louis Powell, c'était R100. Il fallait qu'on puisse aller faire un petit blitz en Californie chez Boeing, et on en revenait avec un reportage C'est double le page. côté moderniste. Voilà, et donc le Figaro employait beaucoup des gens qui, comme nous, dormaient dans les halls d'aéroports et rapportaient une prose très convenable, très rapide, très vite mâchée pour chaque. Donc il y avait un gros turnover, comme on dit. Oh, arrêtez avec vos Il y avait pleurs. beaucoup Attendez, d'allées-venues. on va faire une coupure, je vais chercher mon dictionnaire. Là. Non, non, mais il y avait Je vais beaucoup pas de, rien comprendre. il y avait beaucoup d'allées-venues, Un roulement, vous voulez dire. un roulement, absolument. Beaucoup d'allées-venues avec l'Amérique. Et c'est là que ça commence à nous intéresser pour la démonstration dont je suis familier et qui explique une partie de mes mécomptes avec le milieu littéraire français notamment. C'est que cette passion américaine était en fait une passion de naïf, de grand naïf, puisque nous avons été utilisés à ce moment-là comme des agents de la puissance américaine. Moi, je ne me rendais pas compte qu'en revenant de chez Boeing, en faisant une double page dans le Figaro, j'étais avant tout un agent d'influence au service de l'Amérique. Et ça, Je vais m'empêcher de vous le dire. Évidemment. Mais au début, vous avez 25 ans, vous vous dites, si on me déroule le tapis rouge et je passe une semaine avec un photographe chez Boeing, c'est parce qu'il trouve que je suis un grand journaliste. Pas du tout. J'étais suffisamment malléable pour faire ce qu'il voulait. Donc ça, c'était très important et pas perçu à l'époque. Peu à peu, comme j'étais vraiment quand même un romancier, je me suis aperçu que mon propre éditeur, en l'occurrence Robert Laffont assez vite, puisque le Seuil m'a lâché parce que je n'étais pas assez de gauche, donc Robert Laffont me récupère et fait un gros succès avec cet éloge de l'âge dont nous parlions tout à l'heure, gros succès, et qui me propulse un peu, beaucoup même, dans les meilleures ventes. Il y avait un gros marché, quand même. Oui, meilleures ventes, etc. Ouais, le troisième âge. Et là, Robert Laffont, qui m'avait acheté soi-disant parce que j'étais un grand bon écrivain de la bonne trempe, quoi, me dit est-ce que vous ne voudriez pas écrire tel livre qui est un peu. Donc en gros, le type qui me disait que j'étais une grande plume voulait que je réécrive des conneries, dont d'ailleurs celle de Thierry Breton. Ah bon? Oui, absolument. Et j'ai refusé tellement il était nul. Ah bon? Je suis allé le rencontrer au café d'en bas et j'ai dit à Robert. On voit bien que ces gens sont. Je dis à Robert Laffont, mais attendez, c'est lamentable. Non seulement c'est nul, mais en plus. C'était un manuscrit. Il n'y a même pas un manuscrit, c'était des espèces de notes. Et puis au café, il me dit, bah, vous saurez bien me faire ça. Du fameux Breton. Voilà. C'était son deuxième manuscrit, qui s'appelait je ne sais plus comment. Et donc le type avait même pas eu la politesse Celui qui nous persécute, là. Oui, comme il n'avait même pas eu la c'est bien politesse lui. de rédiger quelque chose. C'était un paquet de notes et il disait, vous ferez bien quelque chose avec. Vous trouvez un. Voilà, et je dis à Robert Laffont, non, désolé, je ne suis pas un esclave ni de lui ni de vous. Mais vous avez réécrit beaucoup de livres comme ça? Ben non, on me l'a proposé une fois. Et donc ça, en revanche, ce que j'ai fait beaucoup pour vivre, quand ça a marché un tout petit peu moins bien, c'est que j'ai traduit des livres. Et ça, c'est le gros piège. On en revient au tropisme américain. Le gros piège, c'est que quand vous parlez anglais, vous êtes traducteur de l'anglais, on vous dit, parce que vous avez une plume de romancier d'aujourd'hui, de romancier moderne, j'aime bien tes dialogues, etc. Est-ce que tu peux nous faire ça? Qu'est-ce que c'était ça? C'était des livres policiers dégueulasses à l'américaine. Des serial killers, des filles qui étaient dépecées vivantes, etc. Tout ça en Californie. Donc je traduisais ça, que je réprouvais, et qui se retrouvait dans la vitrine chez mon propre éditeur, devant mes propres livres. Mes livres étant consignés au fond. Ça, c'était chez Robert Laffont, ça a duré un bon... Vous traduisiez et réécriviez un peu. Oui, parce que vous savez... Des livres qui n'étaient pris que parce qu'ils étaient états-uniens. Et puis surtout parce que c'était du sang à toutes les pages. Mais parce qu'ils étaient états-uniens, ils avaient une priorité et les vôtres étaient... Absolument, absolument. On voit bien d'ailleurs même des gens... L'agent de votre propre relégation. Exactement. Mais même des gens un peu... J'ai oublié son nom. Comment s'appelle-t-il, ce type qu'on voit tout le temps au Figaro, là, qui était un grand spécialiste de la littérature américaine. Il a encensé des livres que j'avais traduits, tout en sachant pas que c'était moi, parce que je le faisais sous le nom de ma mère, et il débinait le mien juste dans la colonne d'après. Voilà. Mais vous aviez une activité déjà débordante à 20 ans, parce que... là c'était 25 ou 30 ans, oui. Oui. Non, ça marchait assez bien et j'avoue que j'étais très... Et vos études, vous les avez faites à Bordeaux d'abord? J'ai fait... Non, ça c'était le secondaire. Non, le secondaire, le début du secondaire. Après, troisième... Quel lycée à Bordeaux? Sainte-Marie du Grand-Lebrun, le collège de Mauriac. Oh,
le collège de François Mauriac, l'enfant chargé de chaîne. Codéran d'ailleurs. Donc en fait c'est assez curieux parce que j'ai quand même été élève dans tous les grands phares de la formation des futurs écrivains. Bordeaux, donc Mauriac, et puis les jésuites de Paris. Là, il y a eu pas mal de gens qui se sont distingués, pas forcément dans les lettres, mais après, j'ai terminé la dernière année. Les jésuites où alors de Paris, sur la colline du Trocadéro, le fameux collège dont Brigitte a été une des profs. Quelle Brigitte? Quelle Brigitte. Ne me parlez pas Bonne question, quelle Brigitte. Ne me parlez pas de Brigitte. Bon, alors, en tout cas, ce monde-là, je l'ai connu 15 ans avant. Elle n'a pas appris la politesse, apparemment. Non, visiblement pas. Elle n'a rien appris d'ailleurs, parce que quand on entend ses commentaires sur la littérature, c'est un peu face à face. C'est quand même une femme qui a dit de son mari « Il n'a de cesse que la France ». Ah oui, voilà une belle phrase. et vous êtes passé par le même collège qu'elle Non, elle était prof à l'époque. On se demande par quelle opération du Saint-Esprit. Et moi, j'étais élève, ce qui n'est pas pareil. Enfin bref, donc ça s'est bien passé. Après Sciences Po, les Beaux-Arts, mais je m'ennuyais partout. Et donc, immédiatement, le journalisme et la littérature qui m'ont cueilli au milieu de mes études pratiquement. Et voilà, et j'ai démarré très, très, très jeune dans ces conditions-là, d'excellentes conditions, il faut reconnaître, parce que quand vous avez été un peu coincé dans votre province, de vous retrouver à San Francisco tous les 4 matins, avec en plus une mission. Alors le problème aussi, c'est que les Américains ne sont pas fous. À un moment, quand ils voyaient que mes petits livres marchaient assez bien... Attendez, question, on ne peut pas dire états-uniens, parce que les Chiliens aussi sont américains. D'accord, oui, d'accord. Je pense que vous pensez aux États-Unis quand vous dites ça. Les Américains du Nord. Et donc... pauvres Québécois, ils sont... Enfin, en tout cas... Ce qui était fascinant, c'est que ces gens-là, c'est vraiment le diable, puisqu'à une époque où ça marchait assez bien pour moi à Paris, et des amis parisiens se chargeaient, enfin des amis américains ayant un pied à Paris, se chargeaient de montrer les articles du Monde à mon sujet, disant, tu sais qu'il est quand même très connu à Paris. Donc à ce moment-là, les gens qui étaient un peu dans l'industrie du cinéma localement ont dit, ah bon, c'est marrant, et s'ils ne peuvent pas aller voir un tel, parce qu'on manque de plot makers. Plot makers, c'est les gens qui faisaient des scénarios au kilomètre, vous savez, pour les... Vous les accumulez, comme disait ma bonne. Je suis désolé, c'est du langage... mais si, c'est le langage professionnel. Un plot maker, c'est en gros un scénaristomètre. Et donc on me proposait de faire ça. Nous n'avons rien de professionnel. À l'époque où je venais... le luxe de parler français. À l'époque où je venais pour le compte du Figaro, une saison, on m'a proposé de rester et de faire ça pendant une année. Aux États-Unis. Oui. Et là, j'ai compris le piège que c'était. Je me suis dit, ça y est, l'année prochaine, tu te payes une voiture de sport rouge, et puis c'est fini. Tu deviens un auteur américain. Voilà. Et donc très en vogue à Paris. Parce que très en vogue à Paris, la meilleure façon d'être en vogue à Paris. Ce qui m'a beaucoup amusé, c'est qu'après, je voyais Philippe Jean, tous ces gens-là, être la langue pendante devant le monde américain, mais moi, je l'avais déjà connu 5 ans auparavant, et ça m'amusait beaucoup. Ça vous a un peu mitridatisé, d'ailleurs, justement. Ça vous a vacciné, non? Après, oui, alors ça, déjà, ça m'a vacciné dans un premier temps. Puis après, les choses... Quand on a vécu aux États-Unis, on déchante un peu, hein? Beaucoup même, beaucoup. Sais, surtout dans mon milieu, parce que ce qu'il faut voir, c'est que, comme vous le soulignez, j'ai une certaine propension à fréquenter des octogénaires, même à 25 ans. En France, c'est très désirable, je veux dire, culturellement, c'est formidable. Les octogénaires, moi je me souviens du président de société à Paris qui citait Cyrano par cœur à table. Oui. Vous avez connu des généraux aussi, je crois. Exactement, on ne pouvait pas les arrêter, ils citaient Cyrano. Je signale que vous avez raconté ça dans votre biographie. Oui, absolument. Ils étaient copains. Le nom, et j'ai oublié d'ailleurs le nom du... Ça s'appelait Votre serviteur. Votre serviteur. Mais le deuxième tome va paraître dans 2-3 ans. Alors on l'attend. Oui, il va s'appeler Notez Mademoiselle. Pardon ? Il va s'appeler Notez Mademoiselle. Parce qu'il m'est arrivé une chose très amusante. J'ai promené pendant 2 ans une biographe qui n'a jamais écrit ma biographie. Elle avait un contrat signé. Et avec ce contrat, oui, et donc elle a emmagasiné des notes à mon sujet, et donc elle me suivait partout pour finalement ne pas faire le manuscrit en question. Ce que je trouve très littéraire, d'être suivi par sa biographe qui finalement ne fait rien. Parce qu'elle savait qu'il y avait beaucoup de... il y avait peut-être des choses qu'elle ne pouvait pas raconter aussi. Mais, enfin bref. En tout cas, tout ça pour revenir à notre fil directeur. J'étais un grand naïf. Ah, parce que nous avons un film. Le directeur, ça s'achève en 2001, on l'avait dit. Ah voilà, votre jeunesse. Voilà, cette jeunesse un peu pétrie d'Amérique et quand même de grande satisfaction professionnelle et aussi de grand mépris professionnel, puisqu'il y a un versant, et c'est là que ça commence à s'écrire sérieusement,
dans toutes ces opérations Figaro, que faisais-je? Parce que j'étais vraiment, honnêtement, un pisseur de copies pour le Figaro, hein. Dans le domaine, notamment, de l'audiovisuel. Que faisais-je? Je suivais, pour le compte du Figaro, les opérations spéciales de France Inter en Californie chez les stars, avec José Arthur à New York, avec Yves Mourouzi Le Pop Club. quand il faisait ses directs, Yves Mourouzi, le bonjour du 13h, là, ben j'étais là, c'était à 6h30 du matin, on était là dans un entrepôt à Brooklyn. À 6h30 du matin, Mourouzi? Oui, parce qu'il sortait de boîte. Hein. Il ne s'était pas couché. Et c'était, j'allais dire, j'avais connu c'était 13h. Debout à 6h du matin, et Dieu sait que je l'ai connu. Mais il ne s'était pas couché, en effet. Il était assez remarquable, puisqu'il prenait son micro, pas de notes, rien, si, il regardait un vague conducteur. Et un prince russe. Hein, oui, il enchaînait, il était quand même un bon improvisateur. Bref, tout ça pour dire que j'ai vécu cette... Il était assez dopé, il faut dire. Oui, oui. Cette soumission du monde culturel français à l'Amérique, je l'ai vécu de l'intérieur. C'est là que ma petite histoire a un côté un peu... Et de quoi était-elle faite? Alors, qu'est-ce qu'on aimait? La puissance? Alors, il y a tout. Tout. D'abord, il y avait des vecteurs. L'un des principaux vecteurs, c'était Lynn Renault, qui, de mon point de vue, j'ai le droit d'en être convaincu, est une sorte d'agent de la CIA depuis le début. Lynn Renault nous a vendu le mythe américain de A à Z. Vous savez, il y a beaucoup d'agents des États-Unis, de la propagation de la culture ou sous-culture états-unienne, et qui ne sont pas payés du tout. Hein, non, mais peut-être que c'est en effet... Peut-être que c'est de gré à gré, mais une chose est certaine, c'est qu'elle a été l'un des agents d'influence les plus remarquables, les plus récurrents dans la vie médiatique française pendant toutes ces années-là. Elle a quasiment choisi des maisons pour Patrick Bruel à Hollywood. Elle nous a fait visiter ensuite les maisons sur TF1 avec un côté magazine. Moi, je me souviens de reportages où elle allait faire la reportrice chez les Osmond Brothers dans l'Utah, qui était un groupe qui avait beaucoup de succès. Elle les connaissait. Elle faisait pendant 2 heures un direct sur Europe 1 de chez les Osmond Brothers. Ça, il faut dire, vous savez que le général de Gaulle, que nous aimons l'un et l'autre, oui. Nous avons quelques accointances politiques, je me souviendrai toujours de la gentillesse avec laquelle, j'ouvre une parenthèse, ça arrive, vous m'avez rejoint en 2012 en Haute-Marne, c'était pas à côté. Pour vous prêter main forte pour une campagne électorale. J'étais candidat pour mon malheur et pour le Rassemblement Bleu-Marine dans une circonscription du côté de Saint-Dizier. Vous ne partiez pas avec tous les atouts. J'avais déjà assez peu de... D'abord, vous n'aviez pas de voiture, pas de permis, pas d'affiche. Si, j'avais... Non. Qu'est-ce que vous dites? Vous ne saviez pas vous servir de votre téléphone portable? C'est pas parce que vous m'avez toujours pris pour... bon. Et moi, je vous prends pour un high techno dangereux. Non, j'avais peut-être un chauffeur, mais j'avais une voiture quand même. Et je savais conduire. Bref, la campagne n'a pas été couronnée de succès, mais je me souviendrai toujours de l'amitié avec laquelle vous m'avez rejoint en prêtant main forte. Dans un désert. Dans un désert absolu, oui. Bon, enfin dans un désert magnifique d'ailleurs. Oui, c'était une magnifique région. Mais enfin, Joinville-le-Pont. On a fini par faire 20%. C'était quand même pas beaucoup. Et encore, vous avez fait 20% parce que vous n'êtes pas énormément activé en salle, polyvalente. Vous n'avez pas fait beaucoup de meetings. C'est impossible. Chaque fois qu'on voulait louer une salle polyvalente, mon adversaire n'était pas disponible. L'avait déjà loué avant. Oui, c'est ça. Je veux avoir une taupe, mais c'était pas vous. Enfin, cela dit, allez. Bon, alors bref, je ferme cette parenthèse amusante sur votre évolution politique. Vous étiez déjà un peu à l'écart de la doxa générale à Paris. Oui, parce que déjà, rien que la façon dont j'étais recruté, Madame Hersan a dit, j'aime bien ce que dit ce garçon, je suis toujours du même avis. Ah. Et alors, il faut dire que je faisais le repas. Il y a très peu de jeunes journalistes qui sont capables de faire ça en ce moment. Je faisais l'article du lendemain à 10h30 après la fin du téléfilm. Je téléphonais le papier et on le prenait en sténo. Et ça paraissait le lendemain matin à 7h. Donc j'avais un quart d'heure, 20 minutes pour rédiger un papier. Et vous travaillez très vite aussi. Non, en tout cas, ça marchait très bien, puisque chaque matin, je critiquais le téléfilm de la veille, dans le Figaro quotidien. 20h30, oui. Dans le Figaro quotidien, donc j'avais une grande récurrence. Et ça apprend beaucoup, là. C'est un peu comme quand... Et le Figaro n'était pas bouclé à 8h du soir, comme aujourd'hui. Non, à l'époque, on pouvait livrer de la prose jusqu'à 11h ou minuit. Jusqu'à 22h à peu près. Ah oui, juste. On me laissait juste la colonne qu'il fallait. Parce qu'après, il faut imprimer, il faut diffuser. Alors, entre parenthèses, c'est une grosse responsabilité, parce que sans ça, ça faisait un trou. Il fallait qu'il meuble avec quelque chose. Mais oui, vous vous rendez compte. Vous aviez 25 ans. Et je faisais ça de ma province. Hein.
C'était assez drôle. Il fallait que le téléphone fonctionne. Ah oui, 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 absolument. Alors, à ce moment-là, votre province, c'est la Savoie, oui ou non? Non, non, pas du tout. Toujours pas. Avec mon premier livre, j'ai toujours connu en province, d'ailleurs. J'ai été en Savoie après. Vous ne vivez pas à Paris, plus. Non, je ne vis plus à Paris. J'ai toujours connu en province. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais une existence très mondaine et que j'ai offert un chien à un ami général de cavalerie, assez âgé évidemment par définition. Et le chien est mort 3 ans après et la famille m'a dit, désolé, mais le chien, tu le regardes ou c'est la SPA? Et j'ai dit, mais attends, tu rêves, j'habite rue de Prony dans le 17e et je circule avec une grosse moto. Ah, il me dit, j'ai même pas de voiture. Il dit, on te file la voiture aussi. Et là, j'ai réfléchi un instant. Vous avez pris la voiture et le chien. J'ai pris la voiture et le chien. Et vous êtes parti en province. Et j'ai loué une maison en Normandie au début, pendant 2-3 ans. Et c'est là que je me suis aperçu que la vie à la campagne était quand même très, très désirable. Et vous êtes resté. Et alors, en plus, campagnard et campagnol. le moment où mon éditeur commençait à m'entretenir Parce vraiment. que vous étiez déjà célèbre à ce moment-là, mais pas suffisamment autant que campagnol. Aujourd'hui, la célébrité est bien plus grande. La célébrité de campagnol, elle est surtout physique. Formidable, oui. Les gens me lisent peu, mais ils me reconnaissent beaucoup. On vous connaît. En fait, le chien, là, je vous il est là, le chien, viens. D'habitude, vous avez toujours dans les mains un chien. Ah ben le voilà. Voilà. Bonjour, jeune homme. Voilà, ce chien a fait pratiquement tout le succès de la chronique. C'est lui le héros. Il est sage depuis que les caméras tournent. Oui, il a l'habitude. Quand je tourne tout seul, il est dans un panier, il ne bouge pas. Bon, alors, vos campagnes, pas électorales cette fois, mais vos provinces, mon cher Christian Courbaz. Alors, mes campagnes, à 24 ans, j'ai un premier gros succès. Et je prends une option d'achat sur une maison que j'ai choisie après la Normandie, là, que j'ai choisie tout de suite, 25 ans. Et puis voilà, et je suis encore dans le même pays. Après, 44 ans après. C'est-à-dire dans le sud, dans le midi. Dans le midi, absolument. On peut dire le sud de l'Aveyron ou... L'Aveyron. L'Aveyron. Grand département de toute façon, avant de vous y retrouver. Et vous vous y cachez un peu, il faut dire. Un petit peu, oui, parce que sans ça, honnêtement, il y a un côté pèlerinage. Je sais. Je veux dire, c'est René et Zézette qui viennent voir si c'est bien là, campagnol. Oui. Il vaut mieux se cacher un peu. Oui. Alors, donc, Paris de moins en moins, mais quand même un succès tel que vous y vivez à moitié. Voilà, le Figaro et les traductions pour pallier d'éventuelles méventes de la littérature officielle. Mais vous en viviez. J'en vivais, mais entre Figaro, traduction, et ça allait assez bien. Vous étiez plus écrivain que journaliste, assez bien davantage, et je le suis resté évidemment. Mais la chose qui s'est passée, c'est qu'après, vers grosso modo, la chute du mur, vers la fin des années 80, je me prends d'une passion pour l'Europe de l'Est. Une passion donc très culturelle, très raisonnée. Plus que la Hongrie alors. Alors la Hongrie, mais en même temps un peu, c'est assez étrange. J'avais un ami, curieusement, localement, dans l'Aveyron, j'avais un ami prêtre tchèque qui était prêtre de la cathédrale et puis qui s'est ennuyé au bout d'un moment. Il dit « Ah, je m'ennuie, il n'y a que des vieilles ici. » Alors je dis « Mais attendez, Antoine, vous n'allez pas faire un caprice comme ça tous les 5 ans. L'évêché va s'énerver. Ça, j'ai fait mon affaire. » Et donc le mec était tellement introduit qu'il est devenu curé de paroisse à Lausanne, à la chute du mur, et puis ensuite il a été nommé dans son propre village natal en Moravie comme curé, et c'est là que je suis allé installer le presbytère. Alors il fallait voir, à l'époque on sortait du zéro communiste, il n'y avait rien, on pouvait acheter rien. C'est l'ancienne Tchécoslovaquie. Absolument, c'était la consoeur de la Bohème. Oui, à la frontière polonaise, le patelin s'appelait Frýdek Místek. Et il y avait une cathédrale magnifique, enserrée par des HLM évidemment, et on a rouvert la cathédrale. J'ai toutes les images où on voit. Il faut dire, les communistes ont enserré les cathédrales dans des barres d'immeubles affreux, donc on ne trouve plus l'église. Et donc à l'époque, je suis allé l'aider à se réinstaller dans ce presbytère, mais il avait 70 ans à l'époque. Je suis allé l'aider à s'installer dans ce presbytère parce que j'habitais à Budapest depuis 6 mois. J'avais loué un appartement à Budapest alors parce que mon père avait un ami hongrois qui avait un accent à couper au couteau, qui disait « celui-là, je le tiens pour un con ». L'accent hongrois est très amusant parce qu'il tombe. Il dit « cela, je n'y crois pas beaucoup ».
ça descend toujours. Un peu les Tchèques font pareil un peu aussi. Donc c'est un peu le contraire des Italiens qui montent tout le temps dans les aigus. Et alors oui, et les Hongrois ils tombent et puis enfin bref, c'est très amusant. Moi j'adore ce pays sur le plan psychologique. Ils sont très compatibles avec les Français. Ils adorent la bouffe, ils sont très galants, ils adorent les jolies femmes, etc. Il y a un côté très charmant dans la vie sociale hongroise dans les années 20 par exemple. C'est délicieux. Alors d'ailleurs, vous parlez d'Italie, vous dites que votre vie a un peu changé après 2001. Oui. Mais vous êtes resté en cours, relativement en cours, assez en tous les cas pour être conseiller conseiller culturel. Non, parce que là justement, c'est là que ça se passait très mal. Je vous ai connu mais vous avez pas conseiller culturel à Milan, oui. Et puis ensuite à Saragosse. Alors oui, sommes-nous à la fin de la première période? Non, pas encore, peu importe les périodes. N'allons pas trop vite. Pourquoi ça se gâte? Ça se gâte à partir du moment où je commence à aimer bien l'Europe de l'Est. Votre notoriété? Pas la notoriété, mon équation au sens, tu vois, conformité à l'opinion. Oui, tu es en train de faire des conneries et ça te dessert. En gros, l'état profond t'aime de moins en moins. Et donc à l'époque, en 91-10, je propose à Robert Laffont un livre qui s'appelait De l'Est, de la peste et du reste, où je racontais que le tronc européen, c'est quand même bien celui-là. C'est quand même des familles slovaques, parce que grâce aux prêtres, on est allé plusieurs fois dans les familles slovaques où on jouait de la musique de chambre après le dîner. La culture musicale et picturale, les aquarelles, tout ça, c'était... De toute l'Europe centrale. Exactement. Toute cette Europe centrale est un véritable conservatoire. Ça m'a beaucoup frappé. De la vieille Europe, vous voulez dire. Voilà, je l'ai raconté dans un livre, De l'Est, de la peste et du reste, où je disais à un ami hongrois, ne vendez pas votre âme aux Américains maintenant que la porte est ouverte, parce que vous serez obligé de la racheter. Et de la racheter très cher. C'est exactement ce qui se passe. À partir du moment où je commence à dire que le système américain est vicié, vicelard, sur le plan culturel notamment à cause de tous les livres que je viens de traduire, qui étaient vraiment dégueulasses, et moi, pour vivre, j'étais obligé de traduire des livres. Vous avez compris ce que c'était que le colonialisme culturel. Des crimes en série, etc. Et j'ai trouvé quand même que la domination culturelle américaine sur notamment notre audiovisuel par le biais de TF1 et France 2, et des feuilletons américains dégueulasses, devenait scandaleuse sur le plan... c'est toute une génération qui a été abîmée par TF1, en fait. Abîmée. À 20h30, on vous présentait des feuilletons policiers où le seul intérêt, c'était ce que pense l'enquêteur, ce que pensait éventuellement l'assassin, mais la victime, ce qu'elle pensait, on n'en a rien à foutre. Et c'est ça l'anti-humanisme américain, c'est comme ça que je le définis. Ah oui. Et donc, voilà, c'est ce que je disais dans ce petit livre, et je montrais à quel point, en revanche, en Hongrie, dans tous ces pays-là, on avait encore cette espèce de raffinement du cœur. Et j'en faisais tellement des tonnes que Robert Laffont a fini par le publier du bout des lèvres. Mais au début, il ne voulait pas. Ça lui avait coûté à peu près l'équivalent de 10 briques. Et il m'avait entretenu pendant une année pour l'écrire. Et il disait, finalement, j'ai pas envie de le faire, quoi. Et il l'a fait. Et il l'a fait quand même. Mais il l'a fait tout en le laissant laminer par la presse. Alors, je pense que vous savez qui a dit, en 1963, nous avons décolonisé l'Algérie et le reste de nos colonies. Et maintenant, nous allons décoloniser la France. Qui dit ça? Je ne sais pas, mais c'est Eisenhower ou quoi? Non, je crois qu'il faisait partie d'autre chose. C'est le général de Gaulle. Ah ben oui. Qui dit à Perfit, c'est le 3 janvier, on trouve ça dans le CT de Gaulle. Oui, dans son verbatim. Alors nous avons achevé la décolonisation, au moins celle des autres, et maintenant nous allons nous décoloniser. On peut parler de colonisation culturelle. Alors oui, vous allez voir à quel point c'est dans ces années 92, au moment où j'ai publié ce petit livre, j'ai commis une sorte de crime de lèse influence culturelle américaine en chantant les mérites de cette Europe de l'Est. Pourquoi dis-je que j'ai commis ce crime? J'ai 2 indices puissants. Premier indice, 2 pages dans The European, le quotidien de Robert Maxwell, le père de Guylaine, à Londres, en anglais, sous le titre « Poison that is from the West ». Ah, c'est le père de la Guylaine. Oui. Alors, ce journal qui se voulait le Monde européen en anglais, donc c'est le journal qui devait être le journal du fédéralisme européen que Maxwell avait lancé, se paye un petit écrivain comme moi, mais double page, très violent,
sous le nom d'une certaine Marie-Elisabeth Moutet, qui continue à sévir un peu partout parce qu'elle est bilingue. On la voit tout le temps sur les médias anglais. Et cette fille disait notamment dans l'article en anglais, il a publié quelques romans qui n'ont pas du tout eu de succès, ce qui était scandaleux, parce que c'était exactement le contraire. Moi, et donc elle essayait de me débiner. À Paris dans les années 90, vous comptiez beaucoup. Effectivement. Et donc elle me débinait parce que en débinant le bonhomme, elle débinait la thèse. Et la thèse, c'était que nous étions sur le point d'infecter l'Europe de l'Est par notre anti-humanisme dégueulasse. Alors ça, c'était une thèse proscrite. En tout cas, deuxième indice, et là, indice marrant pour quelqu'un qui fait partie comme vous de la smala littéraire parisienne. Dans mon propre journal, Le Figaro... de la fleur. Oui, dans mon propre journal, Le Figaro... Vous ne parlez pas anglais, vous parlez arabe. Le Figaro littéraire, dont j'étais l'un des chroniqueurs habituels. Oui. Je ne dis pas vedette, parce que surtout j'étais une vedette parce que j'écrivais très souvent. Et donc j'étais quand même un collaborateur régulier de ce journal, sous la houlette de Jean-Marie Roy, ou je ne sais pas si c'était son prédécesseur. En tout cas, qui m'envoie-t-on pour critiquer le petit livre de l'Est de la peste et du reste? Un certain Manuel Carcassonne. Ah mon Dieu. Manuel Carcassonne qui est devenu quoi 10 ans après? Young leader of the French-American Foundation. Une machine de guerre anti-française. Voilà, Young leader of the French-American Foundation. C'est très infiltré partout. Incroyable. Et donc ce type s'est payé ma fiole dans mon propre journal sous le titre « C'est la faute aux Américains ». Vous voyez bien le même côté que chez Maxwell. Vous ringardiser. Absolument, me ringardiser parce que j'avais osé toucher au système de pensée américain. Et vous parliez déjà de la Russie à ce moment-là? Et je parlais de la Hongrie à l'époque, pas de la Russie. Pas de la Russie comme partie prenante de la culture européenne? Non, pas de la Russie parce que c'est venu plus tardivement, parce qu'après j'ai été envoyé par le Figaro pour faire des voyages en Russie, et je les ai mieux connus. Et donc, alors, le troisième indice dont je parle, qui est un peu plus récent, 2010-15, je reprends un peu en revenant de mes séjours à l'étranger pour le compte du gouvernement, c'est-à-dire chef de service culturel. Je reprends du service au Figaro Vox. Et là encore, pareil, je ponds de la copie tous les matins parce que c'est ma nature, j'adore ça. Et parmi les copies que je ponds, j'en ponds une qui m'a valu les honneurs du New York Times. Pourquoi ? Parce que j'ai ricané sur le vagin de la reine, l'espèce de sculpture à la con dans les jardins de Versailles, vous vous souvenez? Oh non. Et oui, et cette affreuse chose, je m'en souviens pas. Cette affreuse chose rouillée qui avait coûté des millions de francs, d'euros, oui, déjà à l'époque, dans les jardins de Versailles, j'ai dit dans le Figaro que c'était une sorte de selfie que l'artiste s'offrait avec les sous publics français et la complicité des Américains. Le New York Times, ça fait toute une diatribe à mon sujet, disant qui c'est que ce mec qui se mêle de ces histoires d'art contemporain, qui prétend voir un schéma de Ponzi, là où il n'y a que... Versailles, ça ne regarde pas. Ouais, incroyable. Et donc, c'est là qu'on voit que titiller le système, ça coûte cher. La pieuvre américaine, ça coûte cher, et je dirais jusqu'à présent, là, de plus en plus cher. Là, avec Trump, peut-être que ça a une chance de se... Je suis très dubitatif. On ne sait pas, mais... L'Empire reste l'Empire, mon cher. Mais enfin, quand même, je vous ai connu. Racontez-nous, pour finir cette première conversation, bien qu'il y ait tant et tant à dire, sur votre adolescence et votre jeunesse. On est passé très vite sur votre enfance, d'ailleurs, mais vous n'avez pas... Enfance, écoutez... Non, si, quand même, une chose... Vous lisiez beaucoup? Alors, une chose amusante, parce que je pense que ça correspond à peu près à votre propre enfance, et là, on a l'impression de vieux cons qui parlent Bordeaux dans les années 50. D'un monde disparu. Moi, je lisais Balzac en cachette sous les draps avec une lampe de poche et une pile Mazda. C'est vous donner. En fait, pour nous, la littérature, c'était un plaisir déjà, et puis c'était un plaisir un peu interdit parce que c'était la vraie vie. Puis c'est l'ouverture sur le monde. Et puis il y avait des courtisanes, etc., toutes choses qu'on ne pouvait pas lire dans le Club des 5. Donc moi, j'adorais lire Balzac, Zola. Ma mère militait. Balzac à la rigueur, c'est allé, mais Zola, c'était trop cru. Zola, on voyait des scènes un peu réalistes. Voilà. Et donc, c'était quand même une époque assez curieuse où on se cachait pour lire. Pourtant, quand on est à Grand-le-Brun... à Grand-le-Brun, on lisait surtout Bob Moran. Hein. Ah bon? Ah bah oui. Ah bon? Il ne s'agissait pas de lire... Si, à la rigueur, Mauriac, c'était un enfant de la maison. Ah bon. Mais Montaigne, quand même. Non, et Montesquieu. Oui, Montaigne, c'est plus tard. Montaigne, j'ai adoré ça quand j'étais en première.
Enfin, vous avez toujours fait beaucoup de choses, Diable d'Homme. Lu, Non. écrit beaucoup. Et alors, comment se fait-il que je vous retrouve en 2001, Ouais. conseiller culturel de Pas en France 2001, un peu plus tard, un peu plus tard. 2002. En 2000, Oh. juste avant l'élection de Sarkozy. Ah, peut-être Oui. 5 alors, oui. Sous Chirac. Ouais. Conseiller culturel ou président de l'Institut français Alors de c'est simple. Milan. À Milan. Alors c'est simple. Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus de quoi vivre, tout bêtement. Je faisais des traductions pour pallier le défaut de contrat. Pour américanophobie, Oui, c'est à ça, fond. absolument. Peu à peu, la télé ne m'invitait plus, alors que j'y passais mon temps. Des personnages aussi douteux que France-Olivier Gisbert, qui sont quand même des agents de l'influence américaine dans le paysage audiovisuel français depuis le tout début. L'histoire de... Bah oui. Il y a pléthore. Non, mais pléthore. oui, mais ses origines. Oui, il est bon, américain. Oui. voilà. États-Unis. Et Jean-Marc Roberts aussi. Pareil. Ah oui, qui était un grand quelque chose chez Grasset. je crois. Jean-Marc Roberts chez Stock. Stock. Jean-Marc Roberts, à l'époque où on s'est bien connus, il avait 17 ou 18 ans, et moi aussi, et on jouait au flipper rue Jacob, en bas de Il était bordelais aussi. en bas de chez l'éditeur. Oui. Eh bien, après, à 40 ans, il recevait à l'hôtel Scribe. Et Voilà. Alors, donc, pour vivre, comme vous dites. Pour vivre, j'ai été obligé de téléphoner. Alors, heureusement, ça a coïncidé avec la période Raffarin. Donc, comme j'avais plus d'amitié à droite qu'à gauche, je téléphone à une de mes amies en disant « T'as pas une idée ?» Parce que là, je suis un peu... écoute, on va... alors, je vous raconte pas Un la de chose... vos amis bien placés chez Voilà, Raffarin. je vous raconte pas la chose telle qu'elle s'est passée, mais ça prouve bien que le système français est plein de raccourcis, quoi. Et donc, voilà, ça s'est fait. J'ai rempli un dossier à la va-vite. Et vous aviez choisi Milan, non? Il y avait Alors un poste j'avais... vacant. Non, en fait, le type me dit, vous savez, Milan, c'est très demandé, est-ce que Budapest, ça vous plairait? Bah oui, au contraire, je connais très bien. Et puis finalement, il me rappelle en me disant, Milan, c'est fait. Et donc, voilà. vous êtes parti à Milan. Donc c'était 2 ans, 3 ans? 3 ans. C'est un joli poste, quand même. Très joli poste où j'ai fait quelques conneries, dont celle de Boursevoix. Ça vous a été compté à mal, oui? Oui, évidemment. C'est vrai, c'est vrai. Évidemment. Puisqu'on Mais avait... qu'est-ce qui vous a pris? J'étais Non, mais à attendez, Strasbourg. j'ai reçu Camus aussi. Oh là là, bon, pour J'ai reçu Camus les aussi. acumencelés. Non seulement ça, mais j'ai téléphoné à Frédéric Mitterrand en disant, tu sais, je t'emmène Camus sans problème. Ah oui, pas de problème, mais alors qu'il ne fasse pas de conférence surtout. Et donc Camus, dans son journal, dit, ah bah, si pas de conférence, pas de visite. Hein. Et donc, oui, c'est ça. Moi, j'avais donné une conférence, enfin, c'était pas très dangereux Ouais. quand même. Enfin, je me souviens bon. que j'avais pris l'avion de Strasbourg à Milan, c'était un très beau voyage. Oui, Au-dessus des montagnes. absolument. Et vous m'avez accueilli. Ben, c'était avec grand plaisir, mais vous savez, c'était pas uniquement par amitié, c'était aussi parce que vous aviez un message à délivrer sur la perte de la francophonie dans les instances européennes. Et en Italie d'ailleurs. Et en Italie aussi. Ben oui. Bon, et comment êtes-vous passé de Milan à Saragosse? Alors ça c'est intéressant parce que ça mérite d'être raconté. Je ne sais pas si je l'ai fait, mais je tiens les documents à votre disposition, le cas échéant. Dans vos mémoires. Je vois arriver chez moi un type cinglé, un peu à l'italienne. Vous savez, tous les gros intellos italiens sont un peu cinglés. Bon, et donc le mec me dit qu'il a fait un spectacle formidable qui a marché très bien à Rome et que c'est l'ambassadeur qui l'envoie pour faire monter ce spectacle dans un endroit à Milan. Bon, je vois le type, bon, on me confirme à l'ambassade qu'on l'a reçu, il me donne une cassette, et que vois-je dans cette cassette? Le spectacle s'appelait Sade, Opera contra naturam, une œuvre contre la nature. Et donc ça montrait des religieuses à poil qui étaient fouettées par des prêtres à poil, ou le contraire, à l'envers sur des chevals de torture, tout ça dans une prison. Ça avait été tourné au cinéma, enfin, la vidéo avait été prise au théâtre, donc ça avait été dans un théâtre romain, et on voulait que je le monte à Milan. Et l'ambassadeur insistait beaucoup. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé Claude Guéant à l'Élysée, et je lui ai dit, j'ai un petit document, un petit DVD à vous envoyer par email. À l'époque, ça devenait la grande mode. Et j'envoie des extraits du spectacle par email. Et il me dit, je m'en occupe. Ah. L'ambassadeur s'est fait lessiver à ce sujet. On m'a plus rien à réclamer comme spectacle avec le mec en question. Il s'appelait Frattaroli, je me souviens. Et donc, évidemment, l'ambassadeur me haïssait, puisque j'avais démonté le système. Vous n'avez pas doré son blason. Et vous avez en plus, c'est simple, l'ambassadeur me donnait 4% de mon budget annuellement. 4%.
le reste de l'argent pour faire des trouver sur opérations, il place. fallait que je trouve avec des sponsors, des choses comme ça. Donc c'était un gros budget. Et j'avais donc, j'étais un petit peu un représentant, j'allais voir Peugeot, la BNP, tout ça, tous les partenaires, Paul Tron et Sofa, qui étaient à l'époque un peu naissants, et ils me donnaient de l'argent pour faire des spectacles. Et donc, l'ambassadeur, bien que ne me donnant pas d'argent, exigeait que je mobilise l'argent que j'avais pour faire ces projets à lui. Donc voilà, c'est là que j'ai un peu gueulé. Et alors, j'ai tellement gueulé que l'ambassadeur a insisté pour que je n'ai pas de nouveau poste. Et on vous a quand même... Et ben j'ai dit à Guéant, il paraît qu'il a insisté pour que je n'ai pas de nouveau poste, et il m'a répondu, qu'est-ce que vous voulez? Et vous avez dit Saragosse? Et j'ai dit Saragosse. Et pas Budapest? Non, parce que les choses étaient libres ou pas libres cette année-là. Oui, il y avait de la place. Et donc, alors, 2 mots sur Saragosse, et puis on finira sur Budapest. J'ai adoré Saragosse, qui est, pour les gens comme moi qui sont claustrophobes, c'est un endroit ouvert. C'est l'Arizona. Il faut dire, c'est le nord de l'Espagne. C'est magnifique. C'est ces grandes plaines, les grandes plaines désertiques, les grandes avenues. Le vent souffle parfois des buissons, vous savez, comme au Far West, des buissons d'épines qui traversent les routes. C'est vraiment un pays très, très joli et qui est un peu déshérité sur le plan balnéaire, évidemment, parce que la mer est loin. Elle est à 150 bornes d'un côté et 150 de l'autre. Mais cela dit, j'ai adoré. J'ai vécu pendant 2-3 ans avec ma motocyclette avec une double cylindre en V. Je m'en suis servi tous les jours, même au mois de janvier, parce qu'il ne fait jamais mauvais. Alors, il n'y a pas le même regard en Italie et en Espagne sur la culture française. Non. Bah déjà, les Italiens et les Français... Ça marche. Non, mais ça marche et ça ne marche pas. Les Italiens sont nos rivaux. Les Italiens parlent avec un peu de dédain de la grandezza française. Oui, mais enfin, ils le disent en français, souvent. Oui, mais surtout, le truc, ils nous aiment pas à cause de cette grandeur française qu'on leur envoie à la figure. Ils y participent. Alors, c'est pour ça qu'ils adorent. C'est pour ça qu'ils adorent maintenant l'épisode Macron, parce que la grandeur française en a pris un coup. Et donc... la terre entière se voit du petit lait de voir la France. Alors que les Espagnols avaient une démarche beaucoup moins de rivaux. Ils nous considéraient comme complémentaires. Ils nous considéraient comme intéressants, un peu comme des boy scouts aiment bien leurs voisins, sans les prendre pour des rivaux. Mais je suis sûr que si je vous demandais où vivre s'il faut quitter Paris, ou la France plutôt. Alors, Budapest, parce que la vie sociale est déjà... Parce qu'il y a beaucoup de paysages derrière vous. C'est très petit. Les paysages sont très variés dans un petit espace. Européen. Ils ont une chose qu'on ne décrit pas suffisamment, ils ont une énorme géothermie. Énorme. Ils ont des volcans littéralement sous Budapest. D'où les bains. D'où les bains, ils ont de l'eau chaude, ils peuvent faire de l'électricité, et donc c'est un peu comme l'Islande, quoi. Et puis il y a aussi une espèce de chaleur qui est un peu l'équivalent de la chaleur terrestre, et qui est une chaleur dans le cœur. Mais c'est pas l'occupation turque alors les bains à Budapest, c'est aussi la géothermie. Non, parce que si les armées du roi István, là, le premier roi hongrois, qui a converti son peuple au catholicisme, parce que vous connaissez l'histoire de la Hongrie, elle est facile à résumer. La Hongrie, c'est l'Europe même, c'est l'idée même européenne, puisque c'est une tribu de violeurs-pilleurs qui décide de s'arrêter en l'an 1000. Et le roi dit, bon là, c'est fini les conneries, maintenant on se pose quelque part et on fait une nation. Et en plus... Et pour faire une nation européenne, on devient catholique. Et il demande à un évêque de convertir son peuple, son propre peuple, au catholicisme. En quelques années. C'est fascinant. Et donc, à ce moment-là, il marie sa fille à un Anjou, et à ce moment-là, ça y est, c'est parti, il fait partie du club européen, qui à l'époque, c'était sous houlette du catholicisme. Oui. Mais donc, il nous donne bien le mode d'emploi en l'an 1000. Oui. Et voilà. Mais quel est le charme de Budapest qui vous attire tant? Le charme vie à Budapest. Alors, c'est un pays du Sud. Hein. Les étés sont caniculaires. Oui. Tout le monde est comment dire, autre raison pour développer les bains d'ailleurs. Oui, c'est fascinant. Il fait tellement chaud que tout le monde est torse nu à partir du... Ville gigantesque qui de temps en temps fait penser à New York. Oui, mais parce qu'ils ont été, contrairement immense. À toute la gauche française, lorsque Bernard-Henri Lévy le premier, lorsque le mur est tombé, toute la gauche française a dit « Ouais, j'ai des gens qui vivent dans le repli. » En fait, quand vous regardez l'histoire de Budapest c'était la rivale de New York. Tout est imité. Le Parlement lui-même est imité de Westminster. Tout est imité des fleurons de la culture européenne. Par conséquent, c'est des gens qui sont par définition des grands amateurs d'autrui, mais qui digèrent bien, comme tous les gens qui ont un fort fond personnel, ils digèrent les cultures. Il les invite et il les digère. Mais le principal café, l'équivalent du café Flore à Budapest, s'appelle le café New York. Le New York, j'espère qu'il existe toujours. Oui, il existe magnifique.
hôtel. Il y avait un Et club restaurants, littéraire d'ailleurs où les il y avait salons de thé. oui, tous les 4 derniers poètes hongrois donnaient rendez-vous au Café New York. Mais j'ai écrit un petit livre que je vous recommande parce qu'apparemment il a très bonne presse. J'invente rien, vous avez qu'à regarder sur Internet, qui s'appelle Le Roman de Budapest. Le Roman de Budapest. Mais je l'ai là, il est. Les critiques des voyageurs qui l'ont pris sous leurs bras en partant sont élogieuses. Ils disent que ça les a beaucoup aidés à comprendre le pays. Donc voilà. Alors, donc, ça commence à aller moins bien parce que vous pensez de plus en plus indépendamment des autres. Absolument. D'ailleurs, je me demande si la césure de 2001 n'est pas bien trouvée. Est-ce que vous êtes déjà sceptique sur la question dont on ne doit pas parler Alors d'abord, j'étais sur place. Hein. J'étais pas sur place pendant les événements, mais mon frère, si, hélas pour lui. Moi, j'écris un livre qui s'appelle Une heure avant l'éternité. Lui, il avait une société, il n'était pas dans la tour, mais juste à côté. Il n'a pas pu rentrer chez lui pendant 3 mois, son mariage a périclité juste après. Enfin bon, ça a été quand même un drame personnel. Ah oui. Et donc, moi j'étais chez lui, j'étais chez mon jeune frère qui avait 45 employés dans New Jersey, ça marchait très bien. J'y ai passé donc 2 mois au mois de juin pour écrire ce livre, et puis après, ils sont arrivés les événements du 11 septembre. Ah oui, la même année, en juin 2011. La même année, absolument. Et donc le livre était en librairie encore avec ses 2 tours jumelles alors qu'elle venait de tomber. Et tout le monde disait, ah mais quelle prescience, parce qu'en fait, la photo que j'avais prise des 2 tours jumelles pour la couverture du livre, ça peut se vérifier, les 2 tours étaient cisaillées par un coup de baïonnette. Pourquoi? Parce que j'avais pris ça du monument pour les morts de Katyn, vous savez, les morts polonais de la forêt de Katyn, le New Jersey, grosse colonie polonaise, et donc j'avais pris une photo où on voyait le type tombant avec sa baïonnette et la baïonnette traversait les tours. C'était assez curieux. Vous avez une pression. Non, mais il y avait une espèce d'allitération visuelle avec les événements qui a frappé beaucoup de monde, et beaucoup de gens m'en ont fait la remarque. Mais moi, je suis convaincu qu'il existe comme ça des canaux de prescience. Oui, je suis très partisan de tout ça. D'ailleurs, c'est mon sujet. On dit mentaliste maintenant, c'est ça? Oui, mais mentaliste, c'est différent. Mentaliste, c'est ce que je vais faire tout à l'heure chez Géopolitique Profonde. Je vais faire le profiling du couple Macron. Mais oui, parce que le profilage, c'est-à-dire que, en gros, comment un personnage se comporte dans une tragédie, c'est visible pratiquement dès les premières scènes. Normalement, quand vous regardez un personnage de Racine, c'est rare qu'on soit vraiment surpris. Après le 2e acte, on sait comment ça va finir. Oui, c'est vrai. Et bien c'est pareil pour Macron. J'ai compris comment Macron allait finir. Alors, dites-nous que ça va finir mal. Il y a plusieurs... Ça finit de toute façon toujours mal. Ça finit, à mon avis, brutalement. Et alors, il y a plusieurs. L'épopée Macron va finir brutalement. Ah oui, j'en suis convaincu. Alors, ça peut être pour plusieurs raisons. Moi, je vois une très forte correspondance entre lui et Andreas Lubitsch, le type qui a précipité son avion sur la montagne pour le compte de la Germanwings avec ses 300 passagers. Ouais. Je trouve qu'il y a une grosse correspondance. Le type mal dans sa peau, qui était moqué pour une homosexualité rampante, qui était appelé par les autres pilotes de la Lufthansa Tomato Andy, ce qui veut dire la grande honteuse. Donc ça ne trompe pas. Le mec qui a été vraiment très très suivi psychiatriquement, il rangeait ses petits poids. Je ne crois pas qu'Emmanuel Macron soit suivi. Il n'est pas suivi, mais hélas. Parce que, sauf par un psychiatre italien, justement. Oui, par le Segatori. Oui. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a eu une espèce de contre-attaque. Tout le monde a prétendu qu'il était mort. En fait, il n'est pas mort du tout, le Segatori. Et il continue d'ailleurs à diagnostiquer le pire. Et pour finir là-dessus, on va aborder dans une deuxième conversation votre aspect absolument complotiste. Oui. Mais c'est de l'ordre de la prescience, d'ailleurs, notamment nous allons parler de votre dernier livre, À l'endroit. Petit livre, c'est comme du café bien serré. Hein. Pas très grand, mais fort. Ça, c'est votre période de complotiste qui va s'ouvrir à peu près dans ces années-là. Mais vous aviez dit quelque chose. À mon retour le vrai complotiste, c'est à mon retour d'Espagne, de Saragosse, où je deviens pré-retraité. 2009, voilà, je deviens Figaro quotidien, Figaro Vox, c'est-à-dire c'est le Figaro Télévision, pas télévision, le Figaro Internetien. Donc je produis beaucoup et évidemment je désigne des anomalies dans la société. Donc les choses sont perçues. Et là, ça tourne mal. Mais en 2001, vous aviez
complotisé un peu? Non, pour être franc, j'ai été surpris comme tout le monde par l'irruption dans les tours. Aujourd'hui. En revanche, moi, je ne me suis pas interdit de lire les livres de Thierry Messant, et je ne le prends pas pour un fou. Thierry Messant est un type assez remarquable. En plus, il a une grande vertu, contrairement à moi, il est très calme. Thierry Messant, en fait, plus il a des choses lourdes et importantes à dire, plus il parle doucement. Et donc, ça, ce qui fait qu'on l'écoute, il y a un côté... Il a un côté vieux sage, un peu genre Yoda dans La Guerre des Étoiles. Alors, merci de rester pour une deuxième conversation. Cette fois, c'est un autre versant du personnage, de ce diable d'homme qui s'appelle Christian Combaz et qui s'appelle Compagnol, et que les auditeurs ou téléspectateurs de TVL aiment beaucoup, affectionnent beaucoup, et je pense qu'ils sont très contents de savoir qui est derrière Compagnol. Mais nous n'avons pas fini. Non, pas fini. Et c'est donc en gros, ce deuxième épisode pourrait s'appeler La monnaie de sa pièce. Et oui, vous allez payer cher votre anticonformisme. Voilà, absolument. Cette conversion morale que je ne renie pas du tout de la fin des années 90, où je commence à comprendre que la vérité de l'Europe se trouve à l'Est, que la vérité de l'Europe se trouve en nous, se trouve dans la culture européenne proprement dite, et que tout ce qui nous est imposé, alors ça va du satanisme de Lady Gaga au groupe de rock dégueulasses qui se produisent sur la terre entière, qui font des world tours. Et donc là, j'ai trouvé une correspondance très étroite entre, en gros, la tentation sataniste, c'est-à-dire la confusion des valeurs, la beauté du crime, la beauté du sang, la beauté du crime. Le monde à l'envers. Voilà, le monde à l'envers, absolument. Il s'agit de remettre à l'endroit. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce petit livre qui dit que l'endroit a forcément un avenir. Et nous allons le vivre. Je pense que l'endroit va se manifester de nouveau. Et alors là, se manifestera-t-il de manière naturelle ou paranormale? Ça, moi, je suis convaincu qu'il y a un aspect paranormal dans ce que nous vivons et dans ce que nous allons vivre. Bon, eh bien, nous l'allons voir tout à l'heure. Merci. Merci de rester avec nous, Christian Combaz. Nous sommes très impatients d'entendre la suite. Merci. Merci beaucoup, Christian.